Quoi de neuf sur AWS ces 2 dernières semaines? C'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français, nous sommes disponibles, vous le savez, dans toutes les applications de podcast, en tout cas les bonnes applications de podcast, et sur le site web d'AWS France. N'oubliez pas d'en parler autour de vous, et puis merci de nous écouter, que vous soyez en voiture, en train de faire votre jogging, sous la douche, en train de cuisiner, ou que sais-je. Vous le savez, une semaine sur 2, on récapitule les principales annonces qui sont faites, et je dois avouer que cette semaine, c'est assez léger en termes d'annonces, puisque il y a eu la conférence annuelle des clients AWS qui s'est tenue à Las Vegas, qui s'appelle re:Invent. Si vous êtes des auditeurs du podcast, vous le savez, et vous avez eu 3 ou 4 épisodes spéciaux pendant cette semaine-là, et c'est souvent là qu'AWS groupe les grosses annonces qui donnent le ton de l'année à venir. Et donc naturellement, les semaines suivantes sont un peu calmes. Ceci dit, j'ai quand même épinglé 2-3 petites choses. D'abord, dont je n'avais pas parlé dans les récaps de re:Invent. Le premier, c'est Repost. Repost, c'est un nouveau site web de questions et réponses. Vous savez qu'historiquement, AWS a des forums où vous pouvez poser des questions et obtenir de l'aide en peer-to-peer par d'autres utilisateurs, par d'autres clients d'AWS. Ces forums étaient, c'était pas le top de l'expérience utilisateur au 21e siècle, donc on a repensé l'expérience utilisateur de fond en comble et on vous offre une nouvelle version de ces forums qui s'appelle Repost, repost.aws. L'URL est évidemment dans les notes de ce podcast. Vous pouvez poser vos questions, les taguer, vous pouvez upvoter, donc voter vers le haut ou vers le bas des questions et des réponses. Les réponses les plus upvotées apparaissent d'abord dans les résultats de recherche, et puis il y a un aspect gamification également où vous pouvez obtenir des badges en fonction du nombre de bonnes réponses que vous donnez. Donc pour chercher de l'aide en peer-to-peer avec la communauté des clients AWS, allez faire un tour sur repost.aws. Dans le monde de l'embarqué, si vous déployez des systèmes embarqués, vous connaissez probablement ce système d'exploitation open source qui s'appelle FreeRTOS, qui est très populaire chez nos clients qui utilisent de l'AWS IoT. Et depuis l'année passée, on avait annoncé un programme de long-term support où nous vous fournissons de la maintenance et des patchs sur RTOS. C'est un programme de 2 ans, gratuit si je me souviens bien. Mais beaucoup d'entre vous nous ont dit 2 ans c'est bien, mais pour le device embarqué 2 ans c'est pas assez, parce que quand on publie des devices dans la nature comme ça, souvent ils vont fonctionner plusieurs années. Et donc nous avons annoncé le 2 décembre dernier pendant la conférence re:Invent un programme de support très long terme sur 10 ans d'une version spécifique de FreeRTOS. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle version qui est déjà supportée par AWS, les versions LTS, et vous pouvez prendre un abonnement, une souscription qui se renouvelle tous les ans, mais pour maximum 10 ans. Donc par exemple, vous pouvez partir de la version 2020 de FreeRTOS, et normalement elle aurait été supportée jusqu'à 2022, 2023, quelque part par là, mais moyennant cet abonnement, maintenant vous pouvez la faire supporter jusqu'en 2030. Donc support, ça veut dire obtenir des patchs, obtenir des fixes qui sont délivrés via votre console et que vous pouvez ainsi déployer sur vos devices. Si vous utilisez FreeRTOS, regardez FreeRTOS Extended Maintenance Plan, EMP, jusqu'à 10 ans de maintenance. Une nouvelle région a été annoncée le 13 décembre par Jeff Barr, une région en Asie-Pacifique, à Jakarta pour être plus précis, en Indonésie. Juste pour vous rappeler que nous avons 26 régions géographiques maintenant dans le monde, avec 84 zones de disponibilité où vous pouvez déployer vos workloads, vos applications, où vous pouvez déposer vos données. Je vous rappelle que les choix
pourquoi on choisit une région plutôt que l'autre. Il y a plusieurs critères. Un des critères, c'est la proximité géographique, c'est pouvoir déployer vos applications à proximité de vos utilisateurs pour minimiser la latence, c'est le temps qu'il faut pour que l'information traverse le réseau et revienne, la latence entre vos utilisateurs et la région en question. Il y avait déjà un POP CloudFront, c'est un cache de distribution de contenu statique, des images, des sites web à Jakarta. Maintenant, il y a une région complète, donc vous pouvez y déployer vos applications. Il y a 8 autres régions qui ont été préannoncées, qui vont venir dans les années qui viennent. Australie, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande, Émirats Arabes Unis, et plus près de nous, en Europe, ou presque en Europe, Israël, et puis très en Europe, l'Espagne, ce sera dans la région de Madrid, et surtout la Suisse aussi, dans la région de Zurich. Donc ça, ce sont les nouvelles régions à venir pour l'année prochaine et l'année d'après. Tant qu'on parle de région, un petit retour aussi sur une annonce qui avait été faite rapidement à re:Invent, ce sont les local zones. Les local zones, moi j'aime bien les définir comme des mini-régions qu'on peut déployer nous facilement à proximité de grands bassins de population. De nouveau, l'idée c'est de minimiser la latence pour vos clients, donc de vous permettre de déployer des applications au plus près d'où sont vos clients. Et parfois, la région la plus proche, elle n'est pas assez proche pour certains types d'applications. Pensez aux jeux par exemple qui ont besoin de temps de latence extrêmement faible. Et pour ce faire, depuis un peu plus de 2 ans, AWS déploie ce qu'on appelle des zones locales. Vous pouvez voir ça comme une espèce d'availability zone supplémentaire, mais un peu déportée par rapport à la région à laquelle elle est rattachée et à proximité d'un grand bassin de population. Par exemple, à Los Angeles, il n'y a pas de région. La local zone est rattachée à San Francisco ou à Portland, Oregon, mais la local zone vous permet de déployer des instances EC2, des bases de données, etc. à Los Angeles. Ça permet d'avoir donc des applications avec des très faibles temps de latence, qui est décidément un thème de ce podcast parce qu'on reparlera encore de temps de latence un peu plus tard. Jusqu'à présent, les local zones, c'était US uniquement. Et, à re:Invent, on a annoncé qu'il y avait plus de 30 local zones qui allaient être déployées un peu partout dans le monde, y compris en Europe. Et on est content parce qu'on va avoir des local zones maintenant en Belgique, au Danemark, en Grèce, en Hollande, en Pologne. Je suis en train de filtrer la liste pour juste vous citer les pays européens, en Finlande, en Norvège, au Portugal, en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, et c'est tout pour l'Europe, presque, parce que j'ai déjà entendu d'autres noms de pays qui ne sont pas dans cette liste-là, mais qui viendront également en 2022. Donc si vous déployez des applications à très faible latence, qu'il n'y a pas de région AWS tout près de chez vous, que Londres, Francfort ou Paris, c'est un peu trop loin pour vos clients, et bien à partir de 2022, sachez que vous pourrez déployer votre infrastructure, une partie de votre infrastructure en tout cas, sur ces local zones dans les pays que j'ai cités. On en reparlera dans le podcast évidemment quand elles vont ouvrir, surtout celles qui sont proches de nous et qui concernent la francophonie comme la Belgique par exemple, ou qui sont vraiment proches comme en Allemagne, en Hollande, au Portugal. On reparlera de tout ça quand ça sera disponible en 2022. De nouveaux types d'instances sont disponibles sur la région Paris. Ça a été annoncé le 13 décembre. Souvent, quand on lance des nouveaux types d'instances, on les lance d'abord aux États-Unis, une région en Asie-Pacifique, en général 1 ou 2 régions en Europe, souvent souvent l'Irlande et Francfort. Voilà, la question que je reçois juste après, c'est oui, mais quand est-ce que ça va être disponible à Paris? Et ben voilà, c'est disponible à Paris. Alors qu'est-ce qui est disponible à Paris? Ce sont des instances qui existent déjà depuis quelques temps. Ce sont les C6i et les R6i. Donc c'est les familles compute où proportionnellement il y a plus de puissance CPU que de mémoire, et les C6i sont basés sur le système de virtualisation Nitro. Et elles fournissent plus de puissance à un meilleur prix que les instances de la génération précédente, les C5. Elles sont basées sur les processeurs Intel Xeon, la dernière génération, et vous pouvez les retrouver dans différentes tailles, depuis la plus petite, qui est, je suis en train de chercher mes tailles, qui est la C6i large, 2 CPU, 4 Go de mémoire, jusqu'aux plus grandes, les 32 extra larges, qui ont 128 CPU et dont 156 Go de mémoire.
idéal pour des applications qui ont besoin de beaucoup de compute, de nouveau des jeux vidéo, de l'analyse de batch, du high performance computing, dans le monde de la pub sur Internet, l'encodage vidéo par exemple, donc tout ce qui demande beaucoup de puissance CPU. Et de façon similaire, nous avons les instances R6i, où là, proportionnellement, il y a plus de mémoire que de CPU, donc des instances qui fonctionnent bien sur tout ce qui consomme beaucoup de mémoire, les caches en mémoire, les bases de données clés-valeurs en mémoire, les SAP HANA, beaucoup de clients SAP d'ailleurs qui déploient puisqu'elles sont certifiées par SAP, du même cache aussi, du Redis, des jobs Hadoop ou Spark pour faire de l'analyse avec beaucoup de cache en mémoire. De nouveau, plus de performance pour un prix similaire, donc un ratio performance-prix qui s'améliore par rapport à la version précédente des R5. Là aussi, plusieurs tailles sont disponibles, depuis la petite version 2 CPU et 16 Go de mémoire, c'est la R6i large, jusqu'aux 32 extra larges qui ont L128 CPU et 1024 Go de mémoire, donc vous avez bien entendu 1 terabyte de mémoire avec 50 gigabits de bande passante réseau et jusqu'à 40 gigabits de bande passante EBS. Donc les instances C6i et R6i sont maintenant disponibles sur la région de Paris. Enfin, une dernière annonce qui ne touche pas la francophonie, mais qui est très proche de nous, et donc je voulais en parler parce que ce qui se passe en Allemagne va probablement arriver ailleurs également, et puis l'Allemagne c'est quand même relativement proche, et ça peut vous intéresser, vous qui déployez des applications pour vos clients en Europe. C'est l'arrivée de 3 zones Wavelength, AWS Wavelength en Allemagne, à Berlin, à Munich et à Dortmund, donc ça fait 4 zones Wavelength en Europe maintenant, avec celle de Londres qui existait déjà. Donc Wavelength, c'est assez similaire aux zones locales dans le concept en tout cas. C'est l'idée d'avoir des mini availability zones d'AWS qui sont déportées, qui ne sont pas à l'endroit où se trouve la région, de nouveau pour les mettre au plus près de grands bassins de population. La différence, c'est que Wavelength est hosté sur l'infrastructure, sur le réseau des opérateurs téléphoniques, des telcos. Donc ici on travaille avec Vodafone dans ce cas-ci. Et l'idée c'est pouvoir déployer des applications 5G en mettant votre compute, vos bases de données au plus près des antennes et du réseau de l'opérateur. Parce que c'est très bien d'avoir de la 5G avec très faible latence entre votre téléphone et l'infrastructure de l'opérateur téléphonique, mais si après il faut 15 millisecondes pour aller jusqu'à la région la plus proche, vous perdez en quelque sorte l'avantage d'utiliser la 5G. Avec Wavelength, vous avez la possibilité de déployer certaines applications, certains types d'instances C2, certains types RDS, directement, j'aime bien prendre l'image, elle n'est pas correcte évidemment, mais c'est une analogie, directement au pied des antennes 5G. C'est pas tout à fait au pied des antennes, mais c'est dans la partie réseau en tout cas du provider de Vodafone dans ce cas-là. De nouveau, jusqu'à présent Wavelength c'était essentiellement quelque chose aux États-Unis, il y avait une zone Wavelength en Europe à Londres, il y en a 3 qui sont rajoutés à Berlin, Munich et Dortmund, donc vous pouvez en prendre avantage aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des clients allemands et que vous voulez leur proposer des solutions à faible latence sur 5G, et puis c'est intéressant de voir ce qui se passe autour de Wavelength, parce que ce qui se déploie aujourd'hui en Allemagne pourra peut-être se déployer dans d'autres pays européens en 2022 et en 2023, donc c'est intéressant de garder un coup d'œil sur cela. Et bien voilà les quelques annonces, les quelques nouveautés que j'ai épinglées pour vous dans ma revue de presse, forcément biaisée, forcément incomplète, je le sais. N'hésitez pas à me laisser vos feedbacks sur Twitter, j'aime lire vos feedbacks, vous avez parfois des questions également. Vous pouvez me trouver sur Twitter sur le nom Sebsto, S-E-B-S-T-O, et sinon Sébastien Stormac sur LinkedIn. Je lis tous vos messages et j'essaye de répondre à la majorité d'entre eux. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi matin, pour un autre podcast. Vendredi, j'aurai comme invité Eric Van Eekhout, qui est un solution architect spécialisé réseau chez AWS, et on parlera ensemble d'IPv6. C'est quoi migrer vers IPv6? C'est quoi IPv6 d'abord? C'est quoi migrer vers IPv6 et quels sont les services AWS qui vous aident à accepter du trafic IPv6? Ça sera pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.